Sous la lune scintille un infime fragment d'argent, une fine ligne. Des robes noires, elles tombent. Des litres de sang se répandent, et quelqu'un crie un mot. Chaque centimètre carré d'espace mural est caché derrière un pan de bibliothèque. Chaque bibliothèque a 6 étagères et atteint presque le plafond. Certaines étagères sont pleines à ras-bord de manuels, sciences, mathématiques, histoire, et ainsi de suite. D'autres ont 2 rangées, chacune de livres de science-fiction, et les rangées du fond sont juchées sur de vieilles boîtes de mouchoirs ou de petites planches de bois pour que l'on puisse les voir. Mais cela ne suffit pas. D'autres livres débordent des tables et des canapés. D'autres encore forment de petits tas sous les fenêtres. C'est le salon de la maison où vivent l'éminent professeur Michael Verse Evans, sa femme, Madame Petunia Evans Verse, et leur fils adoptif, Harry James Potter Evans Verse. Il y a une lettre sur la table du salon, et une enveloppe sans timbre faite d'un parchemin jaunâtre, adressée à un monsieur H. Potter d'une encre vert émeraude. Le professeur et sa femme discutent sèchement, mais ils ne crient pas. Le professeur trouverait cela fort peu civilisé. « Tu plaisantes » dit Michael à Pétunia. Son ton indiquait qu'il avait bien peur que non. « Ma sœur était une sorcière » répéta-t-elle. Elle semblait effrayée, mais elle tenait bon. Son mari était un sorcier. « C'est absurde » répondit sèchement Michael. « Ils étaient à notre mariage. Ils nous ont rendu visite à Noël. »« Je leur ai dit que tu ne devais pas être mis au courant, » murmura Pétunia. « Mais c'est vrai, j'ai vu des choses. » Le professeur leva les yeux au ciel. « Ma chérie, il me semble que tu ne connais pas bien la littérature sceptique. Tu ne comprends probablement pas à quel point un magicien bien formé peut facilement avoir l'air d'accomplir l'impossible. Est-ce que tu te souviens de la fois où j'ai appris à Harry comment tordre des petites cuillères? Et s'ils avaient l'air de toujours savoir ce que tu avais à l'esprit, c'est ce que l'on appelle de la lecture à froid. Ils ne tordaient pas de cuillères. Ils faisaient quoi, alors? Pétunia se mordit la lèvre. Je ne peux pas te le dire. Tu penseras que je suis... Elle déglutit. Écoute, Michael, je n'ai pas toujours été... comme ça. Elle se désigna elle-même, comme pour faire référence à sa silhouette bien proportionnée. C'est grâce à Lily, parce que je l'ai suppliée. Pendant des années, elle avait toujours été plus belle que moi, et ça m'avait rendue méchante envers elle. Et puis elle a eu des pouvoirs. Est-ce que tu peux imaginer ce que j'ai ressenti? Alors je l'ai suppliée d'utiliser sa magie pour que je puisse être belle moi aussi. Au moins, même si je n'avais pas sa magie, je pourrais être belle. Des larmes s'étaient accumulées dans les yeux de Pétunia. Et elle refusait. Elle inventait les excuses les plus fantasques, comme quoi ce serait la fin du monde si elle acceptait d'aider sa sœur, ou qu'un centaure l'avait mise en garde. Je la haïssais de me donner ces excuses minables. Et puis, juste après l'université, je sortais avec ce garçon, Vernon Dursley. Il était gros, et c'était le seul garçon qui voulait bien me parler. Et il m'a dit qu'il voulait avoir des enfants, que son premier fils s'appellerait Dudley. Et je me demandais quel genre de parent appellerait son enfant Dudley Dursley. C'était comme si j'avais vu ma vie future défiler devant moi, et je n'ai pas pu le supporter. Alors j'ai écrit à ma sœur, et je lui ai dit que si elle ne m'aidait pas, alors autant elle se tue. Enfin, continua-t-elle d'une petite voix, elle a cédé. Elle m'a dit que c'était dangereux, je lui ai dit que je m'en fichais, j'ai bu sa potion, et j'ai été malade pendant des semaines. Mais une fois remise, ma peau avait perdu ses boutons, j'avais enfin des formes et... j'étais belle, les gens étaient gentils avec moi. Sa voix se brisa. Après, je n'ai plus pu haïr ma sœur, surtout quand j'ai appris ce que sa magie lui avait fait. Ma chérie, dit Michael avec gentillesse. Tu es tombée malade, tu as pris du poids pendant ta convalescence et ta peau s'est arrangée toute seule. Ou alors la maladie t'a fait changer de régime alimentaire. C'était une sorcière, répéta Pétunia. Je l'ai vue. Pétunia, dit Michael. L'exaspération devenait audible. Tu sais que c'est impossible. Dois-je vraiment t'expliquer pourquoi? Pétunia se tordit les mains. Elle semblait être sur le point de pleurer. Mon amour, je sais que je ne peux pas remporter ce genre de débat avec toi, mais s'il te plaît, tu dois me faire confiance là. Papa! Maman! Ils se turent et regardèrent Harry, comme s'ils avaient oublié qu'une troisième personne se trouvait là, avec eux. Harry inspira lentement. Maman, tes parents avaient-ils des pouvoirs magiques? Non, dit Pétunia d'un ton interloqué. Alors personne chez toi ne connaissait la magie quand Lily a reçu sa lettre. Comment est-ce qu'ils vous ont convaincu? Ah, dit Pétunia, ils n'ont pas fait qu'envoyer une lettre. Ils ont envoyé un professeur de Poudlard. Elle regarda brièvement Michael. Il nous a fait une démonstration de sa magie. Alors pas la peine de vous battre, dit Harry d'un ton ferme. Il espérait contre toute attente que, cette fois seulement, il l'écouterait. Si c'est vrai, on n'a qu'à faire venir un professeur de Poudlard et voir cette magie nous-mêmes. Papa devra admettre que c'est bien réel, et sinon, alors maman devra admettre que ça n'existe pas. C'est à ça que sert la méthode expérimentale, pour qu'on n'ait pas à tout résoudre à force de débat. Le professeur se retourna et baissa les yeux vers son fils avec son air dédaigneux habituel. Allons, Harry. Vraiment? De la magie? Je pensais que toi au moins tu aurais l'intelligence de ne pas prendre ça au sérieux, même si tu n'as que 10 ans. Il n'y a rien de moins scientifique que la magie. Harry serra les lèvres avec amertume. Son père l'avait bien traité.
probablement mieux que la plupart des pères biologiques ne traitaient leurs enfants. Il avait été aux meilleures écoles primaires, et quand les choses s'étaient mal passées, on l'avait confié à des précepteurs venus de ce puits sans fond que sont les doctorants affamés. On l'avait toujours encouragé à étudier ce qui l'intéressait le plus, on lui avait acheté tous les livres qu'il désirait, on l'avait soutenu à tous les concours de mathématiques et scientifiques auxquels il avait participé. On lui donnait tout ce qu'il pouvait raisonnablement désirer, sauf peut-être la moindre trace de respect. On pouvait difficilement s'attendre à ce qu'un professeur de biochimie employé à Oxford écoute les conseils d'un petit garçon. Il fallait, bien sûr, toujours montrer son intérêt. Voilà ce que faisaient les bons parents, et donc ce que faisaient ceux qui se voyaient comme de bons parents. Mais prendre un enfant de 10 ans au sérieux ? Certainement pas. Harry avait parfois envie de hurler sur son père. « Maman, dit Harry, si tu veux remporter ce débat contre papa, regarde le chapitre 2 du premier manuel de physique de Feynman. Il parle de ce que racontent les philosophes sur la méthode scientifique, et il explique qu'ils ont tous tort, que la seule règle en science, c'est que l'observation est maîtresse, qu'il suffit d'observer le monde et de rendre compte de ce que l'on a vu. Et je n'arrive pas à me souvenir de tête d'une source qui explique que l'un des idéaux de la science est de régler les désaccords par l'expérimentation plutôt que par le débat. » Sa mère baissa les yeux et lui sourit. « Merci Harry. » Elle releva les yeux et regarda son mari. « Je ne veux pas remporter un débat. Je veux que mon mari, je veux qu'il écoute sa femme, qu'il aime, et qu'il lui fasse confiance, au moins pour cette fois. » Harry ferma brièvement les yeux. C'était sans espoir. Ses deux parents étaient des causes perdues. Voilà qu'il reprenait une de ses disputes, où sa mère essayait de faire culpabiliser son père, et où ce dernier essayait de la faire se sentir stupide. « Je vais dans ma chambre, » annonça Harry. Sa voix tremblait un peu. « Essayez de ne pas trop vous battre, papa et maman. On aura la réponse bien assez vite, non ?»« Bien sûr, Harry, » dit son père. Sa mère lui envoya un baiser rassurant, et ils continuèrent de se disputer pendant que Harry grimpait les escaliers jusqu'à sa chambre. Il ferma la porte et essaya de réfléchir. Il remarqua avec amusement qu'il aurait dû être du côté de son père. Personne n'avait jamais vu de magie, alors que maman disait qu'un monde magique entier existait. Comment pouvait-on garder ce genre de choses secrètes? Avec plus de magie? C'était plutôt suspect, comme excuse. Ça aurait dû être une alternative simple entre maman faisait une blague, maman mentait, maman était folle, par ordre d'horreur croissant. Si elle avait envoyé la lettre elle-même, cela expliquait son arrivée dans la boîte aux lettres, malgré l'absence de timbre. Un peu de folie était bien moins incroyable qu'un univers rempli de magie. Sauf que quelque chose en Harry était foncièrement convaincu que la magie était bien réelle, depuis l'instant où il avait vu la lettre soi-disant venue de l'école de sorcellerie de Poudlard. Il se frotta le front en grimaçant. « Ne crois pas tout ce que tu penses », disait l'un de ses livres. Mais cette étrange certitude... Il s'attendait tout simplement à ce qu'un professeur de Poudlard apparaisse, agite une baguette et fasse de la magie. Cette étrange certitude ne faisait aucun effort pour prévenir de possibles réfutations. Elle n'était pas accompagnée d'excuses préalables au cas où aucun professeur ne viendrait, ou au cas où le professeur ne ferait rien d'autre que de tordre des petites cuillères. « D'où viens-tu ? Étrange petite précision, » dit-il à la pensée nichée dans son cerveau. « Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois ?» Habituellement, Harry pouvait fort bien répondre à cette question. Mais dans ce cas, il ignorait totalement où son cerveau pouvait bien avoir été pêché ça. Il eut un haussement d'épaule mental. Tout comme une plaque de métal sur une porte était faite pour être poussée, tout comme une poignée était faite pour qu'on la tire, lorsque l'on était face à une hypothèse, il fallait la tester. Il se saisit d'une feuille de papier et commença à écrire. « Chère directrice adjointe !» Harry s'interrompit et réfléchit. Puis il jeta la feuille au profit d'une autre et fit sortir un autre millimètre de graphite de son critérium. Cela méritait un effort de calligraphie plus méticuleux. « Chère directrice adjointe, Minerva McGonagall, ou à toute personne concernée. J'ai récemment reçu votre lettre d'admission à Poudlard, adressée à Monsieur H. Potter. Peut-être ignorez-vous que mes parents biologiques, James Potter et Lily Potter, anciennement Lily Evans, sont morts. J'ai été adopté par Petunia Evans-Verse, la sœur de Lily, et par son mari, Michael Verse-Evans. Je désire ardemment me rendre à Poudlard, si tant est qu'un tel lieu existe effectivement. Seule ma mère Pétunia dit connaître l'existence de la magie, et elle est elle-même incapable de la pratiquer. Mon père est très sceptique, je suis moi-même hésitant. J'ignore aussi comment me procurer les livres et l'équipement que vous mentionnez dans la lettre d'admission. Ma mère a dit que vous aviez envoyé un représentant de Poudlard chez Lily Potter, Lily Evans à cette époque, afin de démontrer la réalité de la magie à sa famille, et, je suppose, d'aider Lily à se procurer ses affaires de classe. Il serait fort utile que vous fassiez de même avec ma famille. Bien à vous. Harry James Potter Evans Verse. Harry ajouta son adresse, puis il plia la lettre, la mit dans une enveloppe et l'adressa à Poudlard. Quelques instants de réflexion le poussèrent à se procurer une bougie et à faire tomber de la cire sur le rabat de l'enveloppe, dans laquelle il grava HJPEV à l'aide d'un canif. Quitte à devenir fou, autant que ce soit avec classe. Il ouvrit enfin la porte de sa chambre et descendit les escaliers. Son père était dans le salon et lisait un livre de mathématiques avancées pour montrer à quel point il était intelligent. Sa mère était dans la cuisine et préparait l'un des plats favoris de son mari pour montrer à quel point elle était aimante. La discussion semblait être close. Aussi effrayante que les disputes puissent être, leur absence pouvait être bien pire. « Maman !» dit Harry au milieu de ce silence troublant. « Je vais tester mon hypothèse. Que dit ta théorie sur la meilleure façon d'envoyer une chouette à Poudlard ?» Sa mère se détourna de l'évier et le regarda d'un air surpris. Je ne sais pas.
Je crois qu'il faut avoir une chouette magique. Cela aurait dû être fort suspect. Oh! Alors on ne peut pas tester ta théorie. Mais l'étrange certitude en Harry était prête à aller plus loin. Bon, la lettre est bien arrivée jusqu'ici, dit-il. Alors je vais l'agiter dehors en disant « Lettre pour Poudlard !» pour voir si une chouette vient la ramasser. Papa, tu veux venir regarder? Son père secoua lentement la tête et continua sa lecture. Bien sûr, songea Harry. La magie était une de ses croyances honteuses pour Nigo. Si son père allait jusqu'à tester l'hypothèse, s'il allait jusqu'à observer le test, ce serait comme de s'associer à celle-ci. Ce n'est qu'en sortant par la porte de derrière et vers le jardin qu'il comprit que, si jamais une chouette venait vraiment récupérer la lettre, il aurait bien du mal à l'expliquer à son père. Mais c'est impossible, non? Même si mon cerveau a l'air d'y croire, si une chouette vient vraiment prendre cette enveloppe, j'aurais des soucis beaucoup plus sérieux que l'opinion de papa. Il inspira profondément et leva l'enveloppe en l'air. Il déglutit. S'écrier « Lettre pour Poudlard » du fond de son jardin avec une enveloppe au bout de son bras dressé, réflexion faite, c'était vraiment ridicule. Non, je vaux mieux que papa. J'utiliserai la méthode scientifique, même si je me sens stupide. Lettre, dit Harry, mais ce fut plutôt une espèce de coassement chuchoté. Il rassembla son courage et cria vers le ciel vide. Lettre pour Poudlard! Est-ce que je peux avoir une chouette? Harry? Dit une voix de femme déconcertée. C'était l'une de ses voisines. Il baissa sa main comme si elle avait pris feu et cacha l'enveloppe dans son dos, comme si c'était de l'argent sale. La honte lui brûlait les joues. Le visage d'une vieille femme émergea par-dessus une clôture. Des cheveux grisonnants s'échappaient de la résille qu'elle portait sur la tête. C'était Mademoiselle Fig, qui lui servait parfois de baby-sitter. « Harry, qu'est-ce que tu fais ?»« Rien !» dit-il d'une voix étranglée. « Je teste une théorie idiote. »« Est-ce que Poudlard t'a envoyé ta lettre d'admission ?» Il se figea. « Oui ?» répondirent ses lèvres quelques instants plus tard. « J'ai reçu une lettre de Poudlard. Ils disent qu'ils veulent avoir reçu ma chouette avant le 31 juillet, mais... Mais tu n'as pas de chouette. Pauvre petit, comment ont-ils pu être assez bêtes pour t'envoyer la lettre habituelle ?» Un bras ridé passa par-dessus la clôture et ouvrit une main. À peine capable de réfléchir, Harry lui donna l'enveloppe. « Laisse-la moi, mon petit, » dit Mademoiselle Fig, « et je ferai venir quelqu'un en un rien de temps. » Puis son visage disparut derrière la clôture. Il y eut un long silence, et la voix d'un petit garçon dit calmement et doucement. « Quoi ?» Chapitre 2. Tout ce que je crois est faux. « Donc, juste pour être clair, » dit Harry, « papa, si le professeur te fait vraiment léviter, alors que tu sais que tu n'as été attaché à aucun fil, ça sera une preuve suffisante. Tu ne vas pas changer d'avis et dire que c'était un truc de magicien. Ça ne serait pas jouer franc jeu. Si tu penses que tu pourrais réagir comme ça, tu devrais le dire maintenant, et nous pourrons trouver une autre expérience qui remplacera celle-ci. » Le père de Harry, le professeur Michael Verse Evans, leva les yeux au ciel. « Oui, Harry. Et toi, maman ? Ta théorie dit que le professeur devrait en être capable. Et si ça n'est pas le cas, tu admettras avoir eu tort. Pas d'excuses comme quoi la magie ne fonctionne pas lorsque les gens n'y croient pas ou quoi que ce soit du genre. » Madame la directrice adjointe McGonagall regardait Harry avec perplexité. Elle avait bien l'air d'une sorcière, avec ses robes noires et son chapeau pointu, mais lorsqu'elle parlait, c'était d'un ton formel et écossais qui n'allait pas du tout avec son apparence. Au premier abord, elle ressemblait à quelqu'un qui devrait ricaner et mettre des bébés dans des chaudrons, mais l'effet était gâché à la seconde où elle ouvrait la bouche. « Est-ce assez, monsieur Potter ?» dit-elle. « Puis-je à présent opérer la démonstration ?»« Assez ? Probablement pas, » dit Harry. « Mais au moins ça aidera. Allez-y, madame la directrice adjointe. »« Professeur suffira, » dit-elle. Puis, « Wingardium Leviosa !» Harry regarda son père. « dit Harry. Son père le regarda à son tour. « dit-il en écho. Puis le professeur Verse Evans regarda le professeur McGonagall. « Très bien, vous pouvez me faire redescendre maintenant. » Son père fut précautionneusement descendu jusqu'au sol. Harry s'ébouriffa les cheveux. Peut-être était-ce à cause de l'étrange partie de lui qui avait déjà été convaincu, mais voilà qui est un peu décevant, dit Harry. Vous penseriez qu'il y aurait une sorte d'événement mental spectaculaire au moment d'une mise à jour au sujet d'une probabilité infinitésimale. Harry s'interrompit. Maman, McGonagall et même papa lui jetaient à nouveau ce regard. Je veux dire au moment où on se rend compte que tout ce qu'on croit est faux. Sérieusement, ça aurait dû être plus spectaculaire. Son cerveau aurait dû être en train d'évacuer à grande eau tout son stock d'hypothèses sur l'univers, aucune d'entre elles ne permettant à cette lévitation d'avoir eu lieu. Au lieu de ça, son cerveau semblait dire « Très bien, j'ai vu le professeur de Poudlard agiter sa main et faire voler ton père dans les airs. Et maintenant ?» La femme sorcière leur souriait et semblait s'amuser. « Souhaiteriez-vous une démonstration supplémentaire, monsieur Potter ?»« Vous n'avez pas à faire ça, » dit Harry. « Nous venons de réaliser une expérience décisive, mais... » Harry hésita. Il ne pouvait pas s'en empêcher. En fait, dans ces circonstances, il ne devrait pas s'en empêcher. Il était convenable et justifié d'être curieux. « Que pouvez-vous faire d'autre ?» Le professeur McGonagall se transforma en chat. Harry eut un mouvement de recul involontaire, si vite qu'il trébucha sur une pile de livres abandonnés et fit un dur atterrissage sur son arrière-train dans un bruit de claquements.
Ses mains descendirent pour le retenir sans tout à fait atteindre leur but, et il y eut un élancement d'avertissement dans son épaule alors que son poids terminait sa chute libre. Le petit chat tigré redevint immédiatement une femme en robe. « Je suis navré, monsieur Potter, dit McGonagall, l'air sincère, bien que ses lèvres s'étiraient en un sourire. J'aurais dû vous prévenir. Harry avait le souffle court, sa voix sortit étouffée. Vous ne pouvez pas faire ça! Ce n'est qu'une métamorphose, dit McGonagall, une transformation en animagus pour être exact. Vous vous êtes transformé en chat, un petit chat. Vous avez violé la conservation de l'énergie. Ce n'est pas qu'une règle arbitraire, c'est sous-jacent à la forme de l'opérateur quantique hamiltonien. Le rejeter détruit l'unitarité et vous vous retrouvez avec des signaux supraluminiques. Et les chats sont compliqués. Un esprit humain ne peut visualiser l'anatomie entière d'un chat et toute sa biochimie. Et qu'en est-il de sa neurologie? Comment pouvez-vous continuer à penser avec un cerveau à la taille de celui d'un chat? Les lèvres de McGonagall s'étiraient de plus en plus à présent. Par magie. La magie ne suffit pas à faire ça, il vous faudrait être un dieu. McGonagall cligna des yeux. C'est bien la première fois qu'on me compare à ça. La vue de Harry se brouillait, tandis que son cerveau commençait à comprendre ce qui venait de se briser. Tout le concept d'un univers unifié par des lois mathématiques régulières venait d'être évacué. La notion même de physique avec. 3000 ans à résoudre des gros problèmes en les divisant en petits éléments, à découvrir que la musique des planètes avait la même mélodie qu'une pomme qui tombe, à découvrir que les vraies lois étaient parfaitement universelles et n'avaient d'exception nulle part et prenaient la forme de simples mathématiques gouvernant les parties infinitésimales des choses, sans parler du fait que l'esprit était le cerveau et que le cerveau était fait de neurones, qu'un cerveau était une personne, était... Puis une femme s'était transformée en chat. Et tant pis pour tout le reste. 100 questions se battaient pour être la première à sortir des lèvres de Harry. La gagnante se fit entendre. Et à quel type d'incantation appartient Wingardium Leviosa? Qui invente les mots pour ces sorts? Des enfants en maternelle? C'est assez, monsieur Potter, dit McGonagall avec fraîcheur, bien que ses yeux brillaient d'un amusement contenu. Si vous souhaitez apprendre la magie, je suggère que nous mettions la dernière main à cette paperasserie afin que vous puissiez être inscrit à Poudlard. Bien, dit Harry, quelque peu étourdi. Il rassembla ses pensées. La marche de la raison devait juste recommencer, voilà tout. Il avait toujours la méthode expérimentale, et c'était ça le plus important. Comment puis-je me rendre à Poudlard? Un rire étouffé s'échappa de McGonagall, comme si on le lui avait arraché avec une pince à épiler. Un instant, Harry, dit son père. Tu te souviens de la raison pour laquelle tu n'as pas été à l'école jusqu'à maintenant? Tu te souviens de ta situation? McGonagall pivota et fit face à Michael. Sa situation? De quoi s'agit-il? Je ne dors pas comme il faut, dit Harry. Il fit un geste d'impuissance. Mon cycle de sommeil est de 26 heures. Je dois me coucher 2 heures plus tard tous les jours. Je ne peux pas m'endormir plus tôt et le lendemain, je dois me coucher 2 heures plus tard. 22 heures, minuit, 2 heures, 4 heures, jusqu'à faire un tour d'horloge. Même si j'essaie de me lever tôt, ça ne change rien et je suis une loque toute la journée. C'est pour ça que je n'ai pas été à l'école jusqu'à maintenant. C'est une des raisons, dit sa mère. Harry lui jeta un long regard. McGonagall fit un long « Je ne me souviens pas avoir entendu parler de cas pareil auparavant, dit-elle lentement. Je vérifierai avec Madame Pomfrey si elle connaît un remède. Puis son visage s'éclaircit. Non, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Je trouverai une solution d'une façon ou d'une autre. Maintenant, et son regard devint dur à nouveau, quelles sont ces autres raisons? Harry jeta à nouveau un long regard à ses parents. Je suis un objecteur de conscience à la scolarisation infantile, au motif que je ne devrais pas avoir à souffrir de l'abjecte incapacité d'un système scolaire perpétuellement défaillant à me fournir des enseignants ou du matériel d'études d'une qualité ne serait-ce que minimalement adéquate. Les deux parents hurlèrent de rire, comme s'ils pensaient que ce n'était qu'une bonne blague. Oh, dit le père de Harry, les yeux brillants. Est-ce pour ça que tu as mordu un professeur de mathématiques en CE2? Elle ne savait pas ce qu'est un logarithme. Bien sûr, répondit la mère de Harry. La mordre était une réponse très mature. Le père de Harry hocha la tête. Une politique mûrement réfléchie et destinée à résoudre le problème fort répandu des enseignants qui ne comprennent pas les logarithmes. J'avais 7 ans. Combien de temps allez-vous continuer à ressasser cette histoire? Je sais, dit sa mère avec compassion. Tu mords un professeur de mathématiques et il ne te laisse jamais l'oublier, c'est ça? Harry se tourna vers McGonagall. Et voilà, vous voyez ce que je dois endurer? Excusez-moi, dit Pétunia. Et elle fuit à travers la porte vers le porche, d'où ses hurlements de rire restaient tout à fait audibles. Eh bien, voyons, dit McGonagall qui, pour une raison ou pour une autre, semblait avoir du mal à parler. Personne ne mordra de professeur à Poudlard. Est-ce bien clair, monsieur Potter? Harry fit une mine renfrognée. D'accord, je ne mordrai personne qui ne m'aura pas mordu d'abord. Le professeur Michael Verse Evans dut lui aussi quitter la pièce lorsqu'il entendit ça. Bon, soupira McGonagall, après que les parents de Harry eurent retrouvé leur maîtrise d'eux-mêmes et furent revenus. Bon, je pense que dans ces circonstances, je devrais éviter de vous faire acheter votre matériel d'études jusqu'à un jour ou deux avant le début des classes. Quoi? Pourquoi? Les autres enfants connaissent déjà la magie, non? Je dois commencer à les rattraper tout de suite. Soyez rassuré, monsieur Potter,
répondit McGonagall. Poudlard est tout à fait capable d'enseigner les fondamentaux. Et je soupçonne, Monsieur Potter, que si je vous laisse seul durant 2 mois avec vos livres scolaires, même sans baguette, je reviendrai en cette maison et trouverai à la place un cratère bouillonnant d'une fumée violette entouré d'une ville dépeuplée ainsi qu'un fléau de zèbres en feu terrorisant ce qui reste de l'Angleterre. La mère et le père de Harry hochèrent la tête à l'unisson. « Maman! Papa !